Bienvenue dans un épisode un peu spécial de Rocket League Pro Tips. Aujourd'hui, on va parler de certains settings mal compris ou parfois même mal implémentés dans Rocket League et de comment certaines manettes peuvent résoudre les problèmes liés à ces settings. Les settings en question sont les 4 premiers de l'onglet Commandes dans les paramètres, donc la sensibilité directionnelle et aérienne, la zone morte de manette et la zone morte directionnelle de l'esquive. On va commencer par les sensibilités directionnelles et aériennes. En gros, tout le monde comprend assez bien que ça permet de contrôler la sensibilité de direction au sol et en l'air. Cependant, est-ce que vous savez réellement ce qui se passe lorsque vous augmentez une de ces sensibilités ? En gros, de base, votre courbe de sensibilité manette ressemble à ça, une droite qui va de 0 à 100. Et donc, augmenter la sensibilité correspond à augmenter la pente de cette droite. En gros, si vous doublez votre sensibilité, la conséquence va être qu'en mettant votre joystick à la moitié du trajet dans une direction, cela va correspondre à un input de 100%. Donc comme si votre joystick était poussé au maximum avec une sensibilité de base. Cette option ne modifie donc pas la courbe de sensibilité en elle-même, on reste sur une droite. La seule chose qui change, c'est la dead zone externe, soit la zone à partir de laquelle l'input maximal est enregistré. C'est l'inverse de la dead zone interne, donc la zone à partir de laquelle l'input minimum est enregistré. Ce qui correspond au paramètre zone morte manette dans Rocket League. Ce paramètre permet donc de rendre les mouvements plus réactifs, puisqu'on atteint l'input maximal plus rapidement que si on avait une dead zone standard. En revanche, la contrepartie, c'est que lorsqu'on stoppe un mouvement pour revenir en position neutre ou pour faire le mouvement opposé, l'input va être enregistré plus tard, puisqu'il doit d'abord parcourir toute la zone morte externe avant de commencer à descendre sa valeur. Donc en ajustant seulement ce paramètre, tout ce qu'on gagne en réactivité en faisant un mouvement, on le perd en stoppant le mouvement. L'autre défaut de ce paramètre, c'est qu'augmenter la zone morte externe nous fait perdre l'utilité de toute une partie de notre joystick, ce qui va particulièrement se faire ressentir lorsqu'on essaye de faire des petits ajustements précis. En effet, plus on va augmenter notre sensibilité, plus notre joystick se rapprochera en fait d'un clavier où on a le choix entre un input de 0% et de 100%, mais très peu de valeur entre les deux. Mais c'est pas la seule chose qui rend les petits ajustements précis compliqués sur Rocket League. Et la deuxième, elle est liée à la zone morte manette, qui comme nous l'avons vu tout à l'heure, correspond à la dead zone interne du joystick. Ce paramètre est principalement utilisé par les joueurs pour compenser un problème qu'on appelle le stick drift. Le stick drift, c'est un défaut lié au vieillissement de certains joysticks qui, en s'abîmant, vont commencer à enregistrer des légères valeurs même quand ils sont en position neutre. Plus le stick drift sera important, donc plus une valeur importante sera enregistrée par le joystick même quand il est en position neutre, et plus il faudra augmenter la zone morte interne pour compenser le problème. Et augmenter cette zone morte interne va rendre encore plus compliqué les petits ajustements, puisqu'avant qu'un input soit enregistré, il faudra d'abord que le joystick parcourt toute la zone morte interne, ce qui donnera un délai entre le moment où on bouge le joystick et le moment où l'input est enregistré. Et en plus de tout ça, la particularité de Rocket League, c'est que ce paramètre zone morte manette ne contrôle en fait pas seulement la zone morte interne du joystick. En effet, il va aussi contrôler un autre paramètre qui, à ma connaissance, n'a pas de nom particulier. Ce paramètre, c'est la capacité à faire des front flip, back flip et side flip parfaits. Laissez-moi vous l'expliquer avec ce visuel. Ici, le rond noir que vous voyez est l'endroit où je place mon joystick. La flèche bleue correspond à l'input qui va être enregistré lorsque je fais un flip. Le carré rouge au centre correspond à la zone morte interne et les bandes jaunes correspondent aux paramètres dont je vous parlais. En gros, lorsque je place mon joystick à un endroit, vous voyez que la flèche bleue, donc l'input enregistré pour le flip, n'est pas exactement aligné avec mon joystick. Et notamment lorsque je passe sur ces bandes jaunes. Vous voyez que toute cette zone-là va correspondre à un side flip parfait. La flèche bleue reste parfaitement vers la droite. Idem avec un front flip parfait et un back flip parfait. Et lorsque j'augmente ma dead zone, donc le carré rouge au centre, cela va augmenter la taille des bandes jaunes et donc rendre plus facile le fait de faire un side flip parfait ou front flip, back flip. Seulement cela va aussi introduire un plus grand décalage entre la position de mon joystick et l'input enregistré. Vous voyez par exemple ici, on a un grand décalage entre la flèche bleue et l'endroit où se trouve mon joystick. Ce qui va rendre plus compliqué le fait de faire des diagonal flips précis.
Et si je baisse la dead zone au minimum, on voit qu'on n'a plus de bande jaune, et donc il sera quasiment impossible de faire des side flips, front flips ou back flips parfaits. Et malheureusement, le jeu ne donne aucun moyen de contrôler ces deux paramètres séparément. Donc quand on essaye de compenser le stick drift en augmentant notre zone morte manette, on va augmenter la taille de ces bandes jaunes, ce qui va nous faciliter les front flip, back flip et side flip parfaits, mais introduire un décalage entre l'endroit où se situe notre joystick et le flip qu'exécute la voiture. Le dernier paramètre dont nous allons parler est la zone morte d'esquive directionnelle. Ce paramètre est généralement assez bien compris, il correspond à la zone morte qu'il faut franchir avec le joystick avant qu'un input soit considéré comme une esquive directionnelle, et non pas comme un saut neutre. En revanche, ce qui est parfois mal compris, c'est que ce paramètre est complètement indépendant de votre sensibilité aérienne dans le jeu. Il ne va dépendre que de la position du joystick sur votre manette, ce qui peut nous être particulièrement utile sur les phases aériennes. En effet, en augmentant votre sensibilité aérienne et en plaçant votre joystick suffisamment en arrière, vous pouvez avoir un input de 100% sans pour autant backflip en utilisant votre deuxième saut. Et maintenant, je vais vous parler de la manette qui permet de résoudre les problèmes de tous ces différents paramètres. Alors je tiens tout d'abord à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je n'ai pas reçu la manette gratuitement ou encore moins été payé par la marque pour dire ce que je vais dire. Et gardez en tête que l'avis que je vais vous donner relève de mon expérience personnelle. Je suis pas testeur professionnel de manettes, mais je considère avoir testé assez de manettes différentes au cours des 10 dernières années sur Rocket League pour avoir un avis intéressant, sinon je m'embêterai pas à vous le partager. Et d'ailleurs la suite de la vidéo n'a pas non plus vocation à être une review complète de la manette. Il y en a assez sur YouTube de très bonne qualité, donc si ça vous intéresse, je vous laisse chercher. Bref, on va donc reprendre les problèmes qu'on a énoncés un par un et voir comment cette manette permet de les régler. Premier problème donc, l'augmentation de la sensibilité directionnelle sur Rocket League revient à augmenter seulement la zone morte externe de votre joystick. Cette manette propose deux façons de régler ce problème. La première, assez classique, est une customisation de la courbe de sensibilité, qui permet d'ajuster la sensibilité sans introduire forcément une dead zone externe importante. La deuxième, et pour moi la plus intéressante, est le réglage de tension des joysticks, c'est-à-dire la force de résistance de votre joystick. En baissant la tension, vous allez donc physiquement rendre votre joystick plus sensible et donc augmenter votre sensibilité sans toucher à des réglages de dead zone. Pour ce qui est du problème du stick drift, cette manette possède des joysticks à effet Hall. Alors je vais pas vous faire une explication complète de pourquoi, comment ces joysticks fonctionnent, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'ils ne s'usent pas au cours du temps comme les joysticks normaux et donc ne vont pas développer de stick drift. Donc la précision que vous avez sur vos joysticks quand vous achetez la manette sera globalement la même qu'elle aura tout au long de sa vie. De plus, les sticks sur cette manette sont d'excellente qualité et très bien calibrés, donc vous pouvez mettre une dead zone extrêmement basse, voire même nulle sur le jeu et ne pas avoir de stick drift. Cela va donc vous permettre d'être beaucoup plus précis sur les petits ajustements, puisque vous aurez ni une zone morte interne importante qui vous donnera un décalage entre le moment où vous bougez votre joystick et le moment où l'input est enregistré, ni une zone morte externe importante qui fera que votre input sera rapidement enregistré à 100% alors que vous avez fait un petit mouvement de joystick. Si vous avez bien suivi, vous dites peut-être à ce moment-là que en mettant votre zone morte de manette à 0 ou proche de 0, cela va donc rendre très compliqué de faire des esquives directionnelles parfaites, donc de faire un side flip, front flip ou back flip parfait, ce qui peut rendre impossible certaines mécaniques comme les musty ou les stall. Eh bien figurez-vous que cette manette vous permet aussi de contrôler séparément ces deux paramètres. Pour ce faire, ajustez votre paramètre zone morte manette en jeu jusqu'à ce que vous soyez à l'aise pour faire des front flip, back flip et side flip parfaits. Notez la valeur que vous avez utilisée en zone morte manette et vous avez juste à la reporter dans le logiciel de la manette en compensation sur le paramètre joystick center. Ce paramètre va se comporter comme une zone morte inversée, c'est-à-dire que au lieu d'avoir toute une zone que vous devez parcourir avec le joystick pour atteindre un certain pourcentage d'activation, là le joystick même en position neutre sera à la valeur que vous avez indiquée. Et donc cela va complètement compenser la zone morte introduite par le jeu. En plus de tout ça, cette manette a d'autres avantages pas liés à ces paramètres-là, par exemple le fait d'avoir un input lag très faible avec une fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz, le fait d'avoir 4 boutons remappables à l'arrière, 2 boutons supplémentaires à l'avant, et des gâchettes qui peuvent être switchées entre analog et rapid trigger. Et là c'est sûrement le moment où vous dites ok très bien la manette a l'air géniale mais elle coûte combien ? Bah 50 balles. C'est pas une blague, hein, vraiment, elle coûte le même prix qu'une manette de Xbox standard, ou encore moins cher qu'une manette de PlayStation 5. Et celle que j'ai actuellement, je l'utilise depuis plus d'1 an sans aucun problème à signaler. Alors que je peux vous dire qu'à l'époque où j'utilisais des manettes de Xbox, j'étais sûr qu'au bout de 3 mois, il fallait que je la change à cause du joystick qui fonctionnait plus. Donc si vous faites partie des personnes qui doivent changer régulièrement de manette à cause des problèmes de stick drift, ou qui comme moi préféraient la forme des manettes Xbox mais qui voulaient plus de qualité que le foutage de gueule que sont ces manettes standards, franchement je vous encourage à tester celle-là.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode un petit peu spécial vous aura quand même intéressé et surtout qu'il pourra vous aider sur votre prochain achat de manette. Vous avez le lien du Discord et du Twitch en description, n'hésitez pas à passer me voir par là si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez juste discuter. En attendant, portez-vous bien et je vous vois dans la prochaine vidéo.